La vie d'un enfant est faite d'étapes clés, d'embûches et de renoncements en tout genre. Notre réaction à ces problèmes peut aider ces enfants à s'en sortir plus vite. Pour aborder ce sujet, tellement important chers auditeurs, Radio des Sans Voix a le plaisir d'échanger par Skype avec Madame Zouina Helwen, psychologue clinicienne et maître de conférence à l'université de Bouira. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Tout d'abord, bonjour Madame Helwen, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Dalal, merci à vous de m'avoir invité. Un divorce est toujours difficile et douloureux à vivre pour les enfants, d'autant plus si leurs parents continuent de se déchirer malgré leur séparation. Quand on parle de divorce, on pense tout de suite au traumatisme des enfants. Mais est-ce qu'il est possible d'atténuer ce traumatisme, Madame Helwen? Oui, bien sûr c'est possible, mais il faut bien que le parent investisse l'enfant. Je parle du parent qui garde l'enfant. En général, c'est la maman. Il est vraiment très important d'investir cet enfant, qu'il soit un ou plusieurs. Le fait que l'enfant ait un papa avec qui la maman ne s'entend pas, il y a certaines choses qui se percutent sur l'enfant. Malheureusement, le parent qui garde l'enfant, il doit absolument investir l'enfant comme étant son propre enfant, sans penser au père. Par contre, si c'est le père qui garde l'enfant, il ne doit pas penser à la mère, il doit penser à l'enfant qui est son propre enfant et l'aimer tel qu'il est. Quand on donne de l'amour à l'enfant, on n'a pas besoin de lui donner autre chose. L'amour lui suffit à lui seul. Parfois, les enfants préfèrent des parents séparés, avec des relations correctes, à une vie commune avec des conflits. Que pensez-vous, Madame Helwen, des parents qui restent ensemble pour les enfants, même lorsque rien ne va? Même lorsque rien ne va. Oui, en fait, parfois c'est par rapport aux circonstances de la vie. Quand une femme ne travaille pas, quand rien ne va, la plupart du temps les parents restent ensemble. Quand la mère fait des sacrifices, la plupart du temps, je parle de la plupart du temps. Parce que les sacrifices que fait sa mère, la mère, c'est par rapport à ses enfants. Parfois, elle n'a pas de moyens, c'est-à-dire financièrement, elle n'arrive pas à subvenir aux besoins de ses enfants. Elle fait des sacrifices, même si rien ne va, elle reste avec son mari pour faire plaisir à ses enfants. Mais en réalité, la plupart du temps, les mamans ne se rendent pas compte que les enfants souffrent, que les enfants ressentent ces problèmes-là et que parfois c'est leur cursus d'études qui est complètement perturbé. Absolument. Et quand ce n'est que ça, c'est déjà un peu gagné quand le psychisme de l'enfant n'est pas atteint. Quand un enfant est traumatisé, parfois c'est difficile à récupérer. Selon certaines études, le divorce, la séparation ou la perte d'un parent ont des répercussions directes sur le développement des enfants. Baisse des résultats scolaires et abandon prématuré de l'école. Est-il vrai? Bon, moi je pense que la perte d'un parent est beaucoup moins difficile à l'enfant que le divorce ou la séparation. Parce que perdre un parent, avec la perte en général, le parent qui reste essaie de compenser l'enfant, essaie de lui donner l'amour qui lui manque. Et la plupart du temps, quand c'est une perte, c'est-à-dire le décès d'un des parents, c'est-à-dire qu'il y a l'entente qui existait déjà auparavant. Même si les parents ne s'entendaient pas, le fait que le conjoint est perdu, il y a certaines culpabilités qui permettent à un parent qui reste de donner de l'affection à l'enfant, d'essayer de compenser ce vide, d'essayer de faire de son mieux. Mais quand il s'agit du divorce, ce n'est pas toujours le cas. Oui, parfois, il y a certains cas où le parent qui reste, c'est-à-dire qui prend en charge l'enfant, essaye de compenser, essaye de faire de son mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. La plupart du temps, le parent pense à lui-même, pense à refaire sa vie. L'enfant aussi, quand il est considéré comme le fruit d'une relation qui n'est plus désirée, ça risque de se percuter sur l'enfant. Donc l'enfant ne devient plus aussi désiré qu'avant. Et ça, c'est vraiment malheureux. Il faut que le parent doit se rendre compte que malgré tout, personne ne choisit ses parents. Si l'enfant s'est retrouvé avec un père ou une mère qui n'est pas
qu'il n'arrive plus à s'entendre avec le parent avec qui il vit actuellement, ce n'est pas de sa faute. Et lui, c'est un enfant qui a besoin de vivre, qui a besoin d'être comme tous les enfants. Essayez de lui offrir le minimum pour qu'il puisse être un enfant, entre guillemets, normal. Parce que normal, c'est être sain psychiquement, avoir un psychisme sain pour être un bon citoyen. Pour dépister les difficultés de leurs élèves et lutter contre l'échec scolaire, les écoles françaises ont mis en place plusieurs types de prise en charge, à commencer par un bilan de santé global. Qu'en est-il de l'école algérienne? Les écoles algériennes, ça, je ne sais pas. Personnellement, je suis à l'université, donc je ne sais pas exactement ce qui se passe avec les enfants. Mais c'est vraiment important de voir, de diagnostiquer l'enfant. Parce que si on pense à la pensée globale de l'enfant, c'est parce que le traumatisme inhibe la pensée de l'enfant. C'est pour voir s'il est traumatisé ou non. Parce que si l'enfant est inhibé, c'est l'un des symptômes du traumatisme. Donc il faut absolument le prendre en charge. C'est pour ça qu'ils entament comme ça la procédure de diagnostic pour voir quels sont les enfants qui sont atteints, pour les prendre en charge. Parce que le fait d'avoir des parents divorcés ou d'avoir des parents séparés, ce n'est pas ça qui cause le traumatisme, c'est le fait d'être abandonné par le parent avec qui l'enfant vit. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment le diagnostic pour voir est-ce que l'enfant souffre ou non. Et si ses parents sont divorcés, même s'ils sont séparés, s'il est bien aimé, s'il reçoit assez d'affection, donc l'enfant peut ne pas être traumatisé. Mais par contre, parfois, même s'ils ne sont pas séparés ou divorcés, si l'enfant est bien pris en charge, donc là, il peut ne pas être traumatisé. Et il y a d'autres enfants qui sont traumatisés et qui ne sont pas pris en charge parce que les parents vivent ensemble et il paraît qu'il n'y a rien, alors que si l'enfant vit quotidiennement dans des problèmes conjugaux, c'est-à-dire ses parents ne s'entendent pas, ils ont des problèmes conjugaux, et là l'enfant peut être traumatisé, même si en apparence on peut voir de l'extérieur que tout va bien, alors que l'enfant n'a pas vraiment les conditions qu'il lui faut pour être un enfant sain, c'est-à-dire non traumatisé. L'enfant, comme l'adulte, est confronté un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, à la mort. Qu'il s'agisse d'images de médias, de la perte d'un animal familier, d'un ami, d'une personne de son entourage ou d'un membre de sa famille. Mais perdre sa mère ou son père durant son enfance est une lourde épreuve dont il est difficile d'apprécier les effets à moyen et à long terme ainsi que la charge traumatique, même lorsqu'on connaît bien l'enfant. Peut-on parler de période de deuil chez l'enfant ou l'adolescent? Oui, mais seulement c'est l'entourage. C'est l'entourage qui compte, oui. Parce que si l'entourage aide l'enfant à faire le deuil et ne pas faire le déni, parce que la plupart du temps, les familles qui ont un parent décédé font une sorte de déni, c'est-à-dire comme si le père n'est pas mort, ou parfois ils inventent des histoires, le papa ou la maman n'est pas là, elle est partie en voyage, ou quelque chose comme ça, pour cacher à l'enfant la vérité. C'est quelque chose qui ne doit absolument pas arriver. Il faut dire à l'enfant la vérité pour qu'il puisse faire le deuil. Il faut qu'il soit bien entouré, bien aimé. Il ne faut pas qu'il ressente le vide. Il faut qu'il se sente en sécurité. C'est très très important. La sensation de sécurité chez l'enfant, s'il se ressent en sécurité, il parviendra facilement à faire le deuil. Par contre, si on fait le déni, on lui cache la vérité, on ne lui dit pas la vérité, et parfois même, si l'enfant le sait, il sait qu'il a perdu son père ou sa mère, mais on ne parle plus de ça, comme si de rien n'était. Et ça ne permet pas à l'enfant de faire le deuil. Il faut bien en parler pour que l'enfant arrive à faire le deuil. Donc, si on n'en parle pas à l'enfant, il n'arrivera jamais à faire le deuil. Donc, jamais. Voilà. Et s'il ne fait pas le deuil durant son enfance, il ne pourra plus faire de deuil durant sa vie. C'est-à-dire, cela ça va se percuter sur tout ce qu'il va rencontrer dans la vie. Si l'adolescence est devenue à partir de la révolution industrielle une préoccupation pour les scientifiques, il apparaît de façon très prononcée dans la littérature que les définitions de l'adolescence varient.
Autrement dit, il est très difficile de trouver une nette définition du concept d'adolescence. Les définitions varient selon que l'on se situe dans une perspective psychologique, sociologique ou biologique. Sur le plan psychologique, comment présenteriez-vous l'adolescence? L'adolescence, c'est la période la plus difficile dans la vie de la personne, que ce soit chez nous ou ailleurs. C'est vraiment très important parce que là, c'est une période où tout se remet en question dans le psychisme de l'enfant. Donc, il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent quand ils voient leur enfant complètement transformé. Il n'est plus comme avant, il est devenu un peu agressif, il n'accepte pas les conseils de ses parents et tout ça. Il faut comprendre l'enfant. Il faut en parler, il faut parler avec l'enfant. C'est ça qui est le plus important. On peut dire que l'adolescence est une période très sensible et très complexe. L'adolescent est mal dans sa peau, parfois hostile envers la société et le milieu scolaire. Enfin, il a tendance à se sentir découragé face à la vie d'adulte, faite de responsabilités et d'obligations. Il voudrait que tout lui soit permis et que tout soit facile. Que faire face à cet adolescent? Le responsabiliser, lui expliquer les choses telles qu'elles sont. Par exemple, si le parent n'a pas les moyens de fournir à l'enfant, à l'adolescent plutôt tous ses désirs, et c'est tout à fait normal, quoi qu'il en soit, on n'arrive jamais à rassasier la soif d'un adolescent. Seulement, il faut le responsabiliser, il faut lui expliquer les choses, lui dire la vérité et surtout parler avec lui de tout et rien, de tout ce qu'il fait dans la vie, et c'est comme ça qu'il va parvenir à dépasser cette période difficile. Nous savons tous que la pauvreté affecte tous les droits humains et que ceux-ci sont indivisibles et indissociables. Il est donc essentiel de développer une politique globale de lutte contre la pauvreté et d'accès de tous à ces droits. Cependant, il est important aussi de connaître l'état des différents droits pour les enfants vivant dans la grande pauvreté en Algérie, d'autant plus que les études statistiques ne sont pas nombreuses et n'en donnent qu'une idée peu précise. Avez-vous un chiffre à nous communiquer, Madame Helouen? Non. Parce qu'en fait, les études statistiques, la plupart des personnes qui font des recherches, malheureusement, ces recherches-là ne sont pas publiées. Premièrement, ce n'est pas facile parce que pour faire des statistiques, il faut que ce soit à l'échelle nationale, et chose qui est vraiment très difficile. Il faut avoir le temps et les moyens et s'engager aussi à faire cette étude pour avoir une idée sur des chiffres concrets. La plupart des adultes vivant aujourd'hui dans la pauvreté ont quitté l'école très tôt et en ont une expérience très négative. Beaucoup sont marqués par les échecs et les humiliations accumulées dans leur parcours scolaire. Ils ont peu de confiance en leur capacité à apprendre, à participer, à entreprendre des formations, même en alphabétisation. Y a-t-il une quelconque prise en charge de l'État dans ces cas-là? Prise en charge de l'État je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a des centres, il y a des associations qui prennent en charge ces enfants. Et je sais qu'il y a une à Bebeloued. Il y a plusieurs centres d'aide psychologique. Et le problème qui se pose, c'est comment cet adolescent puisse arriver à ce centre et accepter la prise en charge. C'est quelque chose qui n'est pas facile, parce que comment faire accepter à l'adolescence une prise en charge psychologique? Le décrochage scolaire et l'abandon précoce de la scolarité sont des phénomènes qui inquiètent, parce qu'ils sont contraires à tout projet de société concrétisé par la Déclaration des droits de l'homme et la Convention des droits de l'enfant. En Algérie, de plus en plus d'enfants quittent, d'une année à l'autre, les bancs du savoir pour verser dans toutes sortes de débrouilles infantiles, mais pour peu qu'elles soient rentables. Comment faire face à ce problème qui touche notre pays? Oui, mais actuellement, ce qui est bien, c'est qu'il y a des psychologues qui sont recrutés au niveau des lycées, au niveau des CUM, et la prise en charge doit être rigoureuse. Ce qui serait encore mieux, c'est que si ces psychologues-là qui sont au niveau des lycées et des CUM, qu'ils puissent être supervisés, c'est-à-dire qu'il y ait des séances de supervision pour qu'ils puissent mener à bien leur travail au niveau des CEM et des lycés, parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a parfois des psychologues qui rencontrent des cas très difficiles et ne savent plus comment les prendre en charge.
l'idéal, c'est qu'il y ait des séances de supervision programmées au niveau des lycées et des UM pour les psychologues qui prennent en charge ces adolescents pour que la prise en charge soit à la hauteur, pour qu'ils restent scolarisés. S'ils quittent le lycée ou le CEM, c'est parce qu'ils rencontrent des problèmes. Quels que soient ces problèmes, ils doivent être réglés au niveau du lycée ou du CEM si le psychologue fait bien son travail. Pour finir, Madame Helwen, diriez-vous que le travail associatif reste jusqu'à présent l'unique alternative pour les enfants dits en difficulté? Oui, c'est ce que je pense, oui. Parce que il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis au niveau des associations et ils prennent en charge vraiment au sérieux beaucoup d'enfants en difficulté. Il n'y a pas que des enfants, des adolescents et des adultes aussi. Donc il y a des prises en charge extraordinaires qu'il faut reconnaître. Madame Helwen, je vous remercie de répondre à nos questions. Je vous en prie, merci bien. Mon souhait, c'est que les parents donnent beaucoup d'affection à leurs enfants. Et quoi qu'ils donnent, ils ressentent toujours, il faut qu'ils donnent encore plus parce que l'enfant a vraiment besoin de l'affection et surtout de l'affection. Et merci beaucoup.